Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% NBA des équipes de The Playoff. Allez, c'est parti. Justement, on est en playoff, les play-in, c'est fini, c'est du passé. Maintenant, place à la grande bataille. C'est le premier tour de playoff et on va le débriefer ensemble. Et qui de mieux pour débriefer que Chris? Salut Chris, comment ça va? Salut Yannick, salut à tous et à toutes. Bah voilà, on se retrouve enfin. Le grand moment de la saison là a démarré ce week-end et l'équipe de choc est là, Yannick et moi pour représenter. Tu vois, on salue évidemment nos partenaires qui n'ont pas pu être avec nous pour cet épisode, mais on va essayer de vous proposer un bon contenu avec pas mal de choses à dire sur le premier week-end des playoffs. Est toujours sympa. Il y a 8 matchs, ça s'enchaîne bien, 4 le samedi, 4 le dimanche et voilà, on y est vraiment. Tu vois, donc c'est cool. Ouais, d'ailleurs, la NBA fait un super taf avec ça et ça permet justement d'être au top. On salue justement Raph et Anna qui n'ont pas pu être là. Raph parce qu'il est en PLS avec ses Bucks. On va en parler. On va en parler. On était obligés. Nous, nos équipes ont gagné. Ah non, pas toi. Non, on va en parler aussi. Et puis voilà. Alors on en profite pour vous dire d'aller vous abonner donc au podcast, de noter, mettez 5 étoiles, ça nous permet de nous donner de la force, d'aller regarder, d'aller checker les résumés, tout ça sur The Playoffs, le site internet. Vous avez l'habitude. Bientôt, il y aura à nouveau une appli, mais ça, c'est pas tout de suite. Mais elle va arriver. Le Discord communautaire, n'hésitez pas à venir discuter avec nous, ce sera avec grand plaisir. Et également, allez écouter nos copains, donc Tailgate, l'émission NFL, football américain, mais également l'AD1, bientôt les Paris Musketeers avec le début de la saison. Également nos copains de First Pitch, la saison régulière de baseball est partie, donc c'est le moment ou jamais de vous intéresser, d'aller choisir une équipe et d'aller les suivre. C'est intéressant, c'est 162 matchs, donc vous avez le temps de vous y mettre et pour tout comprendre du baseball. Allez, on est parti tout de suite pour parler de ces playoffs NBA maintenant. Chris, toi, on va commencer par la conférence Est. Est-ce qu'il y a une série, enfin un match qui t'a paru, comment dire, intéressant à parler aujourd'hui? Parce que moi, j'en vois pas beaucoup. Toutes les séries sont intéressantes et tous les matchs 1 sont intéressants. Après, il y a eu des bonnes tôles, il ne faut pas se le cacher là durant ce week-end. Alors la plus grande tôle, elle n'est pas dans la conférence Est, mais non, moi je vais quand même parler du premier match, si tu veux bien, celui qui a lancé un petit peu les hostilités, ce Indiana-Milwaukee, avec une large victoire des Pacers 117-98. Des previews qu'on avait faites ou qu'on pouvait lire et entendre à droite à gauche, parce qu'évidemment, il faut aller écouter d'autres avis que le nôtre, même s'il est souvent pertinent. Mais dans ce que moi j'avais pu lire, entendre, que ce soit francophone ou américain, ce qui ressortait pas mal, et c'est ce qu'on a vu dans ce match 1, c'était en fait un côté Giannis Antetokounmpo qui nous fait le show, qui nous fait ses stats, qui nous fait du Giannis Antetokounmpo comme il sait faire depuis très longtemps. Il y a des partisans de son jeu et d'autres qui l'aiment moins, mais en tout cas, il fait ses stats. Et à côté de ça, en fait, un collectif des Bucks qui lui, ne fait pas le boulot à côté. Et donc, se dire, moi, je suis Indiana. OK, Giannis, je vais caricaturer, mais il va me mettre 35 points, 15 rebonds dans la bouche. Mais à côté de ça, en fait, si les autres joueurs de l'effectif ne font pas le job, et si en plus Damian Lillard n'est pas là, on verra pour la suite. Bon, et si nous on joue collectivement, on va réussir. Et en fait, c'est ce qui s'est passé dans ce match inaugural là, ce match 1. Un Giannis qui était au four au moulin, mais autour malheureusement il y avait personne en fait pour l'accompagner, tu vois. À l'image d'un Kyle Kuzma, tu vois. Le gars, il est rentré dans l'histoire des Bucks avec Tony Snell en étant le deuxième donc joueur des Bucks à réaliser une ligne statistique remplie de 0 points, 0 rebond, 0 passe, 0 bloc, 0 interception, 0 contre. Rien du tout. Voilà, Kyle Kuzma, c'est la caricature, mais ça montre en fait quand on regarde le box score des Bucks, c'est d'une tristesse absolue. Je suis assez d'accord avec toi. Alors, j'ai pas regardé le début du match. Moi, j'ai commencé à regarder à la mi-temps. C'était compliqué.
Il y a un truc, moi, qui m'a plus que de parler des Bucks, moi, c'est les Pacers qui m'ont impressionné. Oui, moi je suis sur les Bucks parce qu'en fait leur Ouais. prestation m'a tellement déçu que c'est ça que je relève au début. Mais Ouais. évidemment, il faut saluer la victoire des Pacers. Ouais. Je pense que coach Carlisle a extrêmement bien analysé le jeu des Bucks et a bouffé tactiquement Rivers. Alors, tu me diras, est-ce que c'est vraiment difficile que ça, pardon. Mais quand même, ils ont coupé tout le jeu rapide, tout l'open court des Bucks. Et je pense que pour les Bucks, augmenter le nombre de possessions et donc augmenter le rythme, ça va être primordial parce que et surtout avoir des contre-attaques et de la transition parce que c'est pas possible. Giannis Antetokounmpo, il prenait des rebonds, il partait. Alors ok, il a des grands pas, hein, mais en marchant. C'était en marchant. Alors que tu vois, il n'y avait pas de jeu vers l'avant. Et après, c'était de la caricature. C'était un pick and roll, on donne la balle, et puis allez, Yanis, fais ton drive, quoi. Oui, mais parce que autour de, oui, mais on en revient après, voilà, parce que autour, tout l'effectif autour de Yanis, ça n'a pas fait le taf, tu vois. Donc, au bout d'un moment, lui, il est obligé de prendre un peu les trucs sur ses épaules et d'y aller. Alors, il y a eu, je crois qu'on l'avait partagé, nous, sur notre réseau interne, mais ça a bien circulé sur X et compagnie, tu sais, une sorte d'image où tu avais la tablette de Doc Rivers et tu avais Yanis Antetokounmpo d'un côté du terrain, une flèche tout droit vers l'autre panier. C'est caricatural, tout ça. Mais il est obligé. Il a personne autour de lui. Il faut quand même que lui il fasse le taf. Tu vois, ils n'allaient pas en prendre 50 comme d'autres ce week-end. Tu vois. Ouais, mais je sais pas si tu as remarqué pendant le match, enfin, je sais pas si tu as regardé entièrement tout le match. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que dès qu'il y avait un shoot, même si c'était un shoot manqué, les 5 joueurs d'Indiana étaient face au ballon. Ouais. Il n'y en avait jamais un. Même sur une perte de balle, les 5 joueurs étaient face au ballon. Et ça dénote qu'un gros travail fait pour couper le jeu rapide. Et tu vois, un gars comme Kuzma, c'est parce qu'il a typiquement, il n'a pas eu de vrai ballon. Je suis pas d'accord. Il a été ridicule. Bon, bref, si voilà, mais oui, mais je sais. Mais tu vois, mais si tu cours, au bout d'un moment, forcément, si tu les prends de vitesse, mais tu peux pas. Enfin, en fait, le problème des Bucks, c'est que c'est une équipe vieillissante. Enfin, pour moi, qui est un peu vieillissante face à une équipe de faux follets. Donc, tu vois, en fait, c'est un peu les courbes qui se croisent. C'est-à-dire que tu as Milwaukee qui ont eu leur moment de gloire quand ils ont gagné le titre. Et tu as les Pacers qui sont en pleine reconstruction, enfin, même si ça fait 2 ans maintenant, où ils sont en train de monter en régime. Et j'ai vraiment eu cette impression sur la partie, avec un joueur star, mais trop seul. Alors oui, Damien Lillard va peut-être revenir, mais je ne suis pas sûr que ça change toute l'équation du problème. C'est sûr que si autour, je reste là-dessus, ça ne bouge pas et ça rentre pas ses shoots, oui, on aura plus un soliste, mais on aura un duo contre une équipe, tu vois. Les Pacers, ça a bien tourné. Pascal Siakam, Tyrese Haliburton, évidemment, tête de gondole. Miles Turner, on en rigole souvent, on peut critiquer, il est limité sur certains aspects du jeu. Mais quand même, il fait quand même des belles choses. C'est lui qui a mis le gros 3 en mode un peu dagger à la fin. Et après, tu as Bénédicte Mathurin. Moi, c'est un mec que j'ai adoré en première année. J'ai trouvé déclinant sur la deuxième. Là, c'est intéressant. Tu as TJ McConnell, voilà, un petit peu feu follet aussi. Andrew Nembhard, Aaron Smith. C'est un vrai collectif. Tu vois, ça, c'est cool. Moi, je suis juste pas d'accord avec toi sur Miles Turner. Ok. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Ah, j'ai pas dit que j'aimais pas. J'ai dit que parfois il pouvait être. Tu vois, c'est pas. Il n'a pas une palette artistique incroyable, tu vois. Ouais, mais dans une équipe, tu as besoin de tout, tu vois. C'est un peu comme à l'époque du soccer, il y avait Los Zidanes et Los Pavones, tu vois. Tu as besoin de joueurs qui sont dans des rôles. Lui, c'est la 3e option offensive et il le fait super bien. Il défend, c'est un super protecteur d'arceau et il est capable de te mettre des shoots à 3 points. Ah bah oui, on n'en demande pas beaucoup plus. Pour les points, ils ont été chercher Siakam l'an passé et tu as Haliburton qui va donner du rythme. Donc, et Haliburton qui a un accélérateur de particules. Donc, et Haliburton qui fait, tu vois, alors il fait 12 passes,
mais il ne fait que 10 points à 3 sur 13. Donc, tu vois, il y a une marge en plus en termes de perf au scoring de la part de Tyrese Haliburton. Tu vois. Mais on sait que c'est pas sa spécialité. Sa Non, spécialité, c'est vraiment les passes et imprimer un rythme de jeu et faire péter les plombs à l'adversaire. Même ceux qui sont sur le banc, visiblement. Oui, on a vu. Après, Tyrese Haliburton, cette saison, il est à 18 points de moyenne. Là, tu vois, il a fait que. C'est pour ça que je te parlais de gap. Il peut aller. Il va pas aller claquer 25, mais il peut aller gratter encore des points. Et il est capable de prendre des shoots à 3 points qui te font mal. Hein. Après, là, il fait 0 sur 7 à 3 points. 0 mais... 7, ouais. C'est ça. Mais ouais, tu vois, Miles Turner, il est à 4 sur 6, c'est très propre. Pascal Siakam, 3 sur 5. En fait, c'est bien. Tu as un sentiment, ils ont pas, bon, à part Tyrese qui est un petit peu, qui a même beaucoup vidangé à 3 points, mais les autres n'ont pas forcé 5 shoots à 3 points, 6 shoots à 3 points. Nembhard et Nesmith, bon, ça fait 2 sur 6 en cumulé. Ouais, c'est pas choquant, en fait, tu vois. Et non, c'est belle équipe des Pacers qui a pu jouer à son rythme, jeu explosif. Et ouais, t'as l'impression qu'à côté, c'est un peu ça traîne un peu des pieds avec l'effectif autour de Milwaukee. Ça fait la fin de cycle. Ça sent la fin de cycle. C'est vrai que je suis pas loin de penser ça. Après, voilà, on est qu'au match 1, donc c'est facile aussi de faire des conclusions, mais bon. Après, ce sera pas le match 2 sera pivot. C'est-à-dire que à un partout, attention, mais sur ce que j'ai vu du match, on est plus près d'un 2-0 que d'un un partout. Hein. Ouais, je te rejoins. Donc bon, à suivre en tout cas, mais non, c'était un match qui a tout de suite mis dans l'ambiance, et c'est ça qui est bien quand on est en playoff. En plus, c'est Indianapolis, premier match, c'est une salle qui connaît parfaitement le basket, une région qui adore ça. Donc tout de suite, dans toutes les salles, il y a de l'ambiance, mais c'était toi, tu te mettais devant le match à 19h et tout samedi là, et let's go, tu sens que c'est plus pareil en fait. Ah oui, là t'as envie de prendre ta petite bière, tes chips et bien regarder le match, quoi. Donc voilà, donc plutôt cool. Allez, on va enchaîner avec un autre match, même partie de tableau. Match qui avait eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, blowout. Les Cavaliers qui ont fait qu'une bouchée des hits. Hein, est-ce que c'est un train qui arrive à l'heure pour toi? On attendait Cleveland, saison régulière incroyable, ils ont battu des records, et tu le disais Yannick dans le podcast avec Raph de jeudi dernier, Cleveland, on disait au bout d'un moment ça va lâcher, en fait ça n'a jamais lâché, ils ont toujours cartonné dans cette saison. Là on arrive dans le gros, même si c'est qu'un match 1 de premier tour, plus 21 contre Miami, 121 à 100. Je t'avoue, c'est pas le match que j'ai le plus suivi parce que c'est pas la série qui me hype le plus, et il y avait quand même 8 matchs à se farcir ce week-end, mais on a quand même guetté un petit peu, et bon, ça a été une domination outrageuse pendant tout le match. Il y a eu, je crois que Miami n'a mené au score qu'une trentaine de secondes dans le match, donc c'est pour te dire à quel point Cleveland a pris le pas dans le match autour d'un Ty Jerome. Ça, c'est quand même la performance intéressante. C'était le premier match de sa carrière pour le joueur. Il termine à 28 points avec un gros quatrième quart-temps. Il est à 16, 5 rebonds, 3 passes avec un très très bon pourcentage au tir. Il est à 10 sur 15, 5 sur 8 à 3 points. Et si en plus Cleveland peut compter sur des mecs comme ça qui vont exploser dès leur premier match, qu'est-ce que tu veux faire, Miami? Bon courage, tu vois. Après, attention, tu sais que dans une série de playoffs, tu as toujours un joueur sorti de nulle part. Mais pas nécessairement. Mais pas nécessairement le premier match. Mais il le fait tout de suite, quoi, tu vois. Donc, non, mais c'est cool. C'est à noter. C'était comme je l'ai dit, son premier match en playoff. Donc, tu as Evan Mobley un petit peu en deçà quand même. Et un Donovan Mitchell. Je pense qu'on est tous les deux, on fait partie de ceux qui vont l'attendre. Dans les moments clutch, et je pense qu'on est tous les deux, on fait partie de la team de ceux qui pensent qu'il ne va peut-être pas réussir à passer. Mais il a déjà le viseur, tu sais. Mais voilà, je disais ça poliment. Bon, là, il fait un premier match solide, il a 30 points, à quasiment 60% au shoot, mais bon, c'est pas sur un match 1 de premier tour qu'on va l'attendre, mais en tout cas, solide victoire de Cleveland, mais en même temps, on attendait pas moins, tu vois. Je sais pas pour toi, Yannick, mais je m'attendais à ce contre un Miami qui sort du play-in un peu à l'arrache, encore une fois. Ouais, mais tu sais, ils sont capables de tout. Non. Moi, j'y crois plus. J'entends, mais oui, franchement, s'il y a 4-1 dans la série, bravo Miami, tu vois. Ouais, on est d'accord.
On est d'accord. Non, mais je pense que tu vois, ça va être le match 3 où ils vont l'emporter. Ouais, peut-être, ouais, c'est ça. Ou le 4, ils vont lâcher un peu avant de retourner à la maison avec les Cavs et voilà. Tu vois. Ouais, mais tu sais, c'est pas la Betclic Elite où tu fais exprès de perdre pour avoir un match supplémentaire et avoir de la billetterie, quoi, tu vois. Donc, Ouais, je ça, c'est pense que si. cartouche pour notre championnat. Oui, oui, oui. Non, mais, et écoute, tu sais, je suis à Limoges, j'ai connu le triplé de 2000 à Limoges. Hein, c'est comme ça qu'ils ont fait pour essayer. Bon, après, ils ont mis la clé sous la porte après, hein, mais bon. Bon, voilà. Un petit bisou aux Palois d'ailleurs. Allez, c'est cadeau. Ok, on va passer sur New York. New York. Ouais, on enchaîne. Bon, on a fait très vite sur ce match-là, mais en même temps. Ouais, bon, on n'attend pas grand-chose. New York Voilà. Détroit, c'était un match attendu. Beaucoup d'analystes ont dit que c'était un match-up très piégeux pour les New-Yorkais. Toi, sur ce match, comment tu as vu les choses? Est-ce que tu as regardé le match? Ouais. Alors, j'ai pas regardé le match en direct parce que Ouais, c'est un peu tard. oui, mais on a surtout une petite à la maison, donc elle s'en fiche des horaires de nuit, hein, elle se réveille toujours à la même heure le matin. Mais au-delà de ma situation personnelle, non, c'était un match vraiment cool à suivre, pardon. Et le côté piégeux dont tu parles en introduction, tu as totalement raison de lancer là-dessus parce que ça a vraiment été le match piège par excellence pour les New-Yorkais. Hein. Premier match à la maison, on connaît l'ambiance au Garden. Les Pistons ont été très sérieux pendant une bonne partie du match avant de se prendre la foudre. Il y a eu quoi, 21-0, c'est ça, Yannick? Exactement, un beau 21-0. Alors celui-là, il ne va pas arriver tous les jours, il ne va pas arriver à chaque match non plus, mais c'était typiquement le match où Détroit pouvait aller faire quelque chose parce qu'ils ont été vraiment intéressants, j'ai trouvé. Même si les Knicks aussi ont proposé de belles choses durant toute la partie. Mais non, plutôt cool. Et je tiens à saluer quand même, parce que je suis un des contre-partisans de ce mec-là, c'est Tobias Harris. J'ai beaucoup critiqué Tobias Harris époque Sixers. Et là, quand même, il est à 22 points à la mi-temps. J'ai regardé le All Possession pour rien cacher. On ne voyait que du Tobias Harris. Je me dis, mais attends, ils font le All Possession, ils bug et on revoit les mêmes actions sans cesse ou quoi? Et non, il termine à 22 points à la mi-temps. Bravo Toby, donc il faut quand même saluer la belle perf, parce que c'est toujours un mec, j'ai toujours dit, ce mec-là, il est à 18 points de moyenne. Il a quelque chose à jouer. Hein, il a quelque chose à jouer parce que c'est une équipe intéressante autour de Cade Cunningham, mais avec un vrai collectif, des jeunes, et lui peut apporter sa pierre, son expérience. Surtout, c'est plus dans le match-up, c'est-à-dire que Karl Anthony Towns, quand il joue en 5, il va pas défendre sur lui, et sinon, si c'est Michael Bridges, ça va être Michael Bridges, il va lui rendre des centimètres. OG Anunoby va défendre sur Cade Cunningham. Donc c'était le plan qui était prévu. Et Josh Hart, ça va être compliqué de tenir Tobias Harris, quoi, tu vois. Ouais. Donc tu vois, il a une match-up ultra favorable. Je pense que JB Bickerstaff va appuyer dessus une grosse partie du match. Donc voilà. Toi, t'en as pensé quoi, toi qui suis les Knicks de ce premier match-là? T'avais peur de te prendre la petite cartouche du match 1 à domicile ou t'étais serein? Alors, honnêtement, moi je pense que Détroit est un cran en dessous. Mais tu sais, quand t'es fan des Knicks, t'as toujours cette petite peur. Tu vois, tu as tellement été tu as tellement été déçu pendant des années. Ouais, c'est ça. Alors, ce qui est dommage pour Détroit, c'est qu'il fallait le prendre. Ils l'ont pas pris avec un Jalen Brunson qui a fait du Jalen Brunson, c'est-à-dire que il a régalé pour prendre une métaphore de baseball, c'est un closer, quoi. C'est-à-dire que quand il faut aller gagner le match, c'est un des joueurs les plus clutch de la NBA. Et son retour fait du bien pour ça. C'est-à-dire que c'est le gars où tu sais que tu vas faire du pick and roll avec lui, qui va pénétrer et il va aller marquer des shoots. Il peut shooter externe. Il y a des fois, ça énerve, clairement. Hein, ça énerve ses shoots. Mais quand ça rentre, ça rentre. Il a une grosse confiance en lui. Il a la capacité de gagner les matchs. Dans une équipe, il en faut des joueurs comme ça. Et donc voilà. Après, encore une fois, je pense que l'effectif de New York est beaucoup plus complet avec la possibilité pour Thibodeau de faire d'autres ajustements. Tu vois, on parlait de Tobias Harris. Tu peux décaler 4 en 4
et mettre Mitchell Robinson. Donc, si Mitchell Robinson est là, il y aura un peu plus de rotation. Et puis, surtout, on n'en a pas parlé, mais pendant le run du 21-0, il y a Cameron Payne, avec son shoot tellement chelou là. Ouais, mais qui a mis dedans et ça fait du bien. T'as un Deuce McBride, voilà, qui va être précieux dans les playoffs. Même un Precious Achiuwa, il va pouvoir donner quelques minutes. Je pense pas qu'il joue beaucoup, mais quand on va faire appel, là, il n'a pas joué sur le match 1. Ouais. Et McBride, il a joué 15 minutes. Bon, il n'a pas apporté de points, mais il a apporté 4 passes. Tu vois, donc, ouais, mais tu vois ce qu'il apporte. Tu vois, il est 0-3 au tir, 0-2 à 3 points. Oui, mais ça va rentrer au bout d'un moment. Ouais, c'est ça. Et quand ça va rentrer, voilà. Et puis, est-ce que ça joue New York joue quelque chose sur ce premier tour? Je ne pense pas. Je pense qu'ils sont un poil au-dessus. Je te dis. Oui, il y a Tobias Harris, mais il y a surtout Cade Cunningham. Une fois que Cade Cunningham sera loqué, et c'est pour ça que OG a été pris l'an passé, c'est pour loquer des joueurs. Voilà. Donc, voilà. Bon, tu étais quand même content de ce que tu as vu globalement. Oui, parce que je pense que sur la durée, ils vont les épuiser. Donc, oui. Ok. Non, et, tu vois, le 4-0, 4-1 serait guère surprenant. Ok. J'ai plus mon bracket. Bon, je t'avoue que j'ai fait passer les Knicks, évidemment, mais évidemment, c'est pas une évidence non plus pour tout le monde, mais pour moi en tout cas. Mais non, c'était un match plutôt cool. Le retour à Détroit, le match 3 à Détroit, je pense que ça va valoir son pesant de cacahuètes en termes d'ambiance. Ah bah tu vois, moi j'ai mis 4-3 New York. Je suis en train de relire mon bracket là. Donc, non, je pense pas. Non, je pense que ce serait... après, tout est possible, hein, tu sais. Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est clair que le 21-0 là fait vraiment du mal. Et tu regardes le quatrième quart-temps, ça termine à 40-21 quand même. Tu vois, pour Détroit, c'est compliqué. Et je te rejoins, c'est vrai que c'est un match où tu vois, il y a 27 partout premier quart-temps. Ils perdent que 2 points à la mi-temps. Tu te dis, tu es dans le match. Ils sont même devant à la fin du troisième, là, à plus 10. Et c'est le run final là, qui les met, mais dans une sauce terrible. Ouais. Et en plus, quand tu es dans cette ambiance du Garden où le public, là, vraiment, là, tu vois, s'ils peuvent te mettre la tête sous l'eau, ce ne sera pas les derniers, tu vois. Ah oui, tout à fait. Ah bon, on est entièrement d'accord. Donc non, franchement, c'était un match plutôt cool à suivre. Ok, allez, on continue avec potentiellement l'adversaire au tour suivant. C'est Boston. Yes. Boston contre les Magics. Bizarrement, alors hier, c'était le match de dimanche soir en prime time chez nous. Mm-hmm. T'as regardé le match? Je sais, puisqu'on était ensemble, on discutait ensemble en même temps. Toi, qu'as-tu pensé de ce match? En fait, j'en ai pensé que quand tu as Derrick White et Peyton Pritchard dans ton équipe, tu es le plus heureux du monde. Mais par contre, quand tu les as en face de toi, mais qu'est-ce qu'ils sont relous! C'est pas possible. Alors, on en a déjà parlé dans les conseils de classe cette année, etc., tu vois. Mais Derrick White, il termine à 30 points le match. Peyton Pritchard, en sortie de banc, là, il termine à 19 points. Mais au-delà des chiffres, toi, alors Pritchard, il termine à 6 sur 8, 4 sur 6 à 3 points. Mais il va aller te gratter le petit ballon. Il y a les actions, moi, je ne supporte pas. Mais c'est le jeu peut-être de 2020-2025, où il part, donc l'équipe de Boston part en contre-attaque. Pritchard a le ballon, il s'arrête à 3, il tente, il met la banderie, la salle explose. Moi, je n'aime pas ça du tout. Toi, je suis un peu vieille école là-dessus. Tu peux aller t'assurer un 2, tu t'assures un 2. Mais bon, il a mis le 3, bravo à lui. Mais qu'est-ce qu'ils sont relous, ces mecs-là, tu vois. C'est qu'il peut pas aller au double pas, il avait plus d'essence. Non, mais d'accord, mais bon. Et en fait, moi, ce qui est impressionnant là-dedans, c'est que, en fait, tu as eu une impression d'avoir une équipe d'Orlando qui a quand même été intéressante pendant une partie du match. La première mi-temps, ils sont là, autour de Wagner et de Banchero. Alors, on pourra reparler de ça, mais... Surtout Banchero. On va en reparler, ouais. Les deux, en fait, parce qu'autour, c'était compliqué, mais le Magic était là, ils n'ont pas été ridicules, tu vois, ils ont proposé un jeu à leur rythme, mais en fait, tu avais l'impression qu'ils étaient, je vais pas dire qu'ils étaient déjà au maximum de leurs possibilités, parce que le reste de l'effectif n'a pas été très performant, mais qu'à côté de ça, Boston, c'était vraiment genre, tu vois, une introduction en claquette des playoffs, tu vois, premier match à la maison, on va y aller tranquillement, White et Pritchard ont fait le taf,
tu vois, Tatum, il termine à 17 points, mais il a arrosé, tu vois. Il est à 8 sur 22. Jaylen Brown, on avait des doutes. On sait qu'il a eu des infiltrations, des perfusions là, au niveau des genoux. Il termine à 16 points, 6 sur 14 au tir. Pour Porzingis, il fait à peine 5 points. Donc, tu vois, et Jrue Holiday, il n'a même pas 10 points. Donc, alors, on va revenir sur Jrue Holiday. Mais bon, voilà, juste pour dire qu'en fait, tu n'as même pas besoin d'avoir tes superstars comme Tatum, Brown ou voire Porzingis un petit peu en dessous pour bien démarrer ta saison, parce que tu as des mecs comme Derrick White et Peyton Pritchard qui sont relous en fait. Ils sont relous à jouer. Et victoire tranquille des Celtics, mais moi j'ai bien aimé la partition, en tout cas en première période d'Orlando. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Dans le sens où la première mi-temps était assez équilibrée. Ouais. Boston a pris une avance, ils sont fait grignoter et à la mi-temps ils tournent avec un seul point d'avance, je crois. Je crois que c'est même Orlando qui est devant à la mi-temps, je ne veux pas dire de bêtises. Et en fait, ils sont complètement dans le plan de jeu, mais ça surperforme du côté de Wagner et Banchero fait le taf. Et derrière, tu as raison, tu as par moment Cole Anthony qui va te faire une action, par moment Anthony Black, mais après, c'est hyper ledge, quoi, tu vois. Ouais, tu vois, tu as Carter Junior, il prend 13 rebonds, donc vrai impact à l'intérieur, mais il met que 4 points, tu vois. Tu vois, moi, c'est un joueur que j'ai suivi quand il était à Duke, et c'est une énigme pour moi. J'adore ce joueur, mais c'est une énigme. J'arrive pas à voir si c'est ce qu'il peut apporter dans une équipe. Alors oui, il apporte des choses parce qu'il prend des rebonds, tout ça, mais il n'a pas l'impact d'un 6e de draft, quoi. 6 ou 7e de draft de mémoire quand il était à Chicago. Donc, il mérite. Enfin, le coaching, il a fait ce qu'il pouvait, mais c'était vraiment trop juste. Enfin, c'est une équipe de Boston. Et donc, on l'a dit, à la mi-temps, Boston est derrière, je me souviens plus. Mais qui c'est qui met le coup d'accélération? C'est Jrue Holiday. Jrue Holiday, il met 9 points, il marque 3 points dans le 3e quart-temps. Dont un en contre-attaque. Il récupère une balle, contre-attaque, tac, il shoot à 3 points. Et le gars, on ne le voit pas du match. Tu vois, tu parles de Pritchard et de White, mais le gars, il sort de sa boîte 10 minutes. Et c'est le moment où l'écart se fait. Donc, Boston, ils ont la force tranquille. Et tu l'as dit, moi, j'ai été extrêmement déçu de Jason Tatum. Extrêmement. Ouais, il n'a pas eu besoin de forcer, finalement. Il a arrosé, mais bon. Mais oui, mais si tu veux, ok, t'arroses, mais au bout d'un moment, fais jouer les autres, quoi, tu vois. Après, il a toujours ces petits moves là où il fait son pied de pivot et en se retournant, il marque. Mais derrière, tu vois, dans le jeu. Il a le meilleur plus-minus de son effectif quand il est sur le terrain. Il est à plus 23, quand le reste du 5 de départ oscille entre plus 17 et plus 7. Donc il est quand même ok, il a vendangé, mais voilà. Tu vois, quand il est sur le terrain, c'était dans ces moments-là où Boston était devant avec la plus large avance. Si on prend la stat comme ça de façon très pure, tu vois, très brute. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais sauf que Jason Tatum réclame le leadership de l'équipe. Moi, ça m'embête, en fait, quand ton leader qui réclame à être mieux traité par la ligue, tout ça. Et le premier match de playoff, tu dois faire un statement, mec. Autant la première partie du propos, je te rejoins pas nécessairement, mais sur la deuxième, oui, allez, vas-y, tape tout de suite du poing sur la table. Et en fait, mais en même temps, c'est une équipe qui est pas un hydre à 3 têtes, hein, mais à 5 têtes. Donc, voire à 6. Ils sont pas champions NBA pour rien. Hein. L'effectif a quasiment pas bougé. En tout cas, les forces majeures sont là. Donc, et on sait que Boston, de toute façon, c'est comme pour d'autres, on a dit tout à l'heure, hein, c'est pas au premier tour qu'on les attend. Donc, eux, c'est en finale de conf, voire en finale NBA. S'ils sont pas au mois de juin, ça va tousser un petit peu, c'est clair. Mais non, en tout cas, tu vois, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que sur cette match-up-là, où beaucoup enterrent très vite Orlando, j'ai bien apprécié cette première période d'un match 1, à voir comment se déroulera la suite, mais tu vois,
Bon, le match 2, ça sera toujours à Boston, mais sur un retour à Orlando, s'il y a un petit peu plus d'adresse, pourquoi pas. Alors, on sait qu'Orlando et l'adresse à 3 points et l'attaque en général, c'est quand même très, très moche cette saison. Mais ils sont capables de coups. Le match du play-in contre Atlanta, alors c'était Atlanta, hein, c'était pas Boston, mais ils ont quand même proposé un bon contenu offensif. Donc, ils sont capables de le faire sur certaines séquences et sur certains matchs. Donc voilà, moi j'ai apprécié cette équipe du Magic, mais en même temps, bon voilà, s'ils vont en gagner un, on sera content pour eux. Mais Ouais, mais après, tu vois, c'est une équipe qui manque quand même de talent. ils n'ont pas fini play-in pour rien non plus, tu vois. Oui, non, mais c'est ça. Moi, il me manque un tout petit truc. Tu vois, l'an passé, ils font des bons playoffs où ils finissent 4-3 contre Cleveland. Ouais, ils perdent. Vrai. Mais là, je les vois quand même bien en dessous. Et puis, tu vois, Jalen Suggs qui va être absent, ça va donner... parce que, tu vois, il peut défendre sur les lignes arrière, tu vois, lui. Hein. Oui, bon, on sait que son absence est préjudiciable. Hein. On l'a vu cette saison. De toute façon, la saison du Magic, on en avait parlé, tronquée par les blessures. Donc, ils étaient 3e en tout début de saison à l'Est. Hein. Alors, c'était un tout début de saison. Mais ils étaient là. Donc, et après, bon, ils se sont pris des blessures à tout va. Donc, c'est comme ça. C'est le jeu de la régulière. Hein. Exactement. Et en revanche, tu vois, mention spéciale pour Banchero. Ou un peu... Ouais. Mais tu vois, ça m'a fait un peu penser sur le match... toute proportion gardée, un peu ce qu'a fait les Pacers avec Giannis. Hein. Tu vois, c'est bon, ok, il est en feu, allez, on le laisse shooter, puis les autres, deuxième mi-temps, ils maintiennent tout le monde. Hein. Ah oui, on les a moins vus, c'est clair. Mais même si, Banchero plus que Wagner, mais c'est vrai que Wagner en deuxième mi-temps, c'était un peu moins... Ah bah Wagner, non, c'était... Ouais, mais en première mi-temps, il propose, c'était sympa ce qu'il a proposé. Ah oui, en première mi-temps, oui, il a fait... à l'image d'Orlando, tu vois. En première mi-temps, c'était sympa, et en deuxième, ils ont été... J'allais dire que Wagner a fait la chanson, mais non, il a fait plutôt un opéra. Mais, Bah oui. un demi-opéra, il a commencé la partition. Ouais, mais là, tu vois, c'est plus l'opéra, l'opérette. Le gâteau. Ah, très bien. Ah oui, très bien. Ah ouais, non, mais on a des références. Hein. Ah oui, magnifique. Bon, on n'est pas dans le pays de la gastronomie pour rien non plus. Hein. Exactement. Allez, on attend de voir sur la conférence Est ce qui va se passer. Bon, on pense qu'il y aura quand même pas mal de sweep, voire gentleman sweep. Plutôt gentleman sweep, ouais. Ah, ça m'étonne. Bon, en tout cas, il y en aura moins dans la deuxième partie de tableau. Hein, ouais, on va passer tout de suite à l'Ouest. Allez, alors là, par contre, sortez les machettes. On commence tout de suite par... On évacue tout de suite le blowout. Ouais. Allez, OKC qui met une raclée de l'espace aux Grises. Ah, celle-là, elle était terrible. Oh, la vache. En fait... Est-ce que tu l'as vu venir? Est-ce que tu l'as vu arriver, celle-là? On peut pas avoir 51. Il y a eu 131 à 80. Non, mais au moins une vingtaine, tu vois. Ouais, oui. Non, mais ok, un petit 18-20 points, d'accord. Mais alors, je t'avoue, ce match-là, moi, je l'ai suivi vraiment d'un œil très distrait parce qu'il y avait la Formule 1 en même temps. Je rappelle le podcast Warm-Up tous les week-ends de Grand Prix. Et là, donc, il y avait le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Bon, qui n'était pas beaucoup plus excitant que le match Thunder Grizzlies. Hein. Je t'avoue que le dimanche début de soirée, c'était pas la folie. Je suis plus allé faire à manger pour ma petite que regarder le blowout entre ces deux équipes-là. Mais c'est en fait moi ce qui m'a impressionné au-delà du score, au-delà de l'écart, et en fait un écart qui montait petit à petit. Tu vois, il y a un moment, il y avait quoi? Il y avait plus 29 ou plus 30, on sait plus. Je suis parti faire un truc et on était monté à plus 39, plus 42. Tu vois, c'est vraiment monté crescendo. Et en fait, moi, ce qui m'a impressionné, et vraiment après, moi, j'aurais rien d'autre à dire. Pas si j'aurais un autre truc à dire un peu négatif, mais c'est OKC, ils n'ont pas lâché, tu vois. Ils ont été sérieux à la première seconde de ces playoffs à la dernière seconde, même avec le bout du banc. Et ils ont, voilà, c'est vraiment, tout à l'heure, je disais, le public new-yorkais qui met la tête sous l'eau. Mais là, eux, ils ont vraiment, du début à la fin, ils ont joué leur jeu, ils ont été impressionnants. Et bon, après Memphis, voilà, ils ont eu une soirée totalement cataclysmique. Ouais. Et juste après, moi, j'aurais terminé sur ce match-là. C'est en fait, et on tape beaucoup dessus, peut-être nous un peu trop, mais bon, moi j'en ai marre. C'est de voir en fait sur la fin du match où tu as 40 et quelques points d'écart. Tu les vois, ils font tous la gueule sur le banc des Grises. T'en as un qui se marre. Bon, j'ai même pas envie de citer son nom, tu vois. Oui, je vois qui c'est.
Ah bah voilà, en fait, continue à faire le clown. Et après, ouais, il a dit quoi en conférence de presse? On n'a jamais aussi mal de notre vie ou on rejouera jamais aussi mal. Bah, j'espère pour vous, les gars, en fait, parce que sinon, vous allez rentrer dans les livres d'histoire, mais pas dans la bonne catégorie, tu vois. Donc, et moi, j'ai peur, par contre, que ça soit un match, pardon, qui reste dans les esprits et que tu vois, genre au match 2, toujours à OKC, si tu recommences à avoir un plus 12, plus 13, plus 15, que tu reprennes pas une tôle comme le week-end dernier, mais qu'en fait, tu n'arrives pas à te relever de ce genre de match-là, tu vois. Ouais. J'ai pas regardé le match. Parce qu'en fait, quand j'ai vu l'écart, je me suis dit, bon, bah, il n'y a même pas. Il y a même Il pas. y avait rien à... Il y a rien à voir. Comme je l'ai dit, moi, j'ai toujours des doutes sur OKC. C'est pas un match qui va me permettre Non. de lever les doutes, et surtout à cause de l'adversité. Mais je me dis, c'est quand même un sacré truc que de gagner d'autant de points, quoi. Ah oui. Donc ils font ça. C'est une équipe qui sait où elle va, qui lâche pas. Ça aurait tendance à me rassurer. Et en revanche, bah, les Grises, depuis un mois, je pense qu'on va en apprendre une fois que la saison sera terminée sur cette équipe des Grises. Parce que c'est pas possible que faut pas oublier qu'en début de saison, ils étaient deuxième, troisième de la conférence. Et, euh, et ça a baissé tout d'un coup. Donc il doit se passer quelque chose en interne, c'est pas possible. Et ce que disait Jacques Monclar dans le commentaire du match, là, il avait raison. Finalement, est-ce que le licenciement là, de Jenkins à quelques semaines, on va dire, avant les playoffs, on a essayé d'évacuer ça rapidement, machin, mais est-ce que finalement, la poussière sous le tapis n'est pas plus grosse, tu vois, pour aller dans ton sens, Yannick, tu vois, Ah bah moi je pense qu'il y a il y a un truc terrible. qui va au-delà du Oui, cas personnel du coach qui a été viré, tu vois. oui, bah, je pense qu'il y a un gros dysfonctionnement dans l'équipe. Parce que même quand tout va bien, ben, ça va pas bien. Donc, tu vois, et je pense que bah, l'équipe, ça m'étonnerait pas qu'elle explose, Mm. que là, la direction dise ok, allez, fin de la récré, on envoie tout le monde à droite, à gauche, on récupère des tours de draft et on reconstruit, quoi. Ouais. Mais bon, en tout cas, ouais, terrible, terrible branlée. Et c'est dommage parce que tu vois, tu disais tout à l'heure, la NBA fait les choses bien avec des matchs à horaire cool pour nous, Européens. Ouais, bon, bah, quand un dimanche à 19h, tu te prends un match comme ça, tu zappes, tu vois. Alors après, c'est un match qui était en fin de matinée, qui était à midi Oui, pour eux, tu vois. Donc, c'est jamais évident. Ça change les habitudes. Mais après, enfin, non. Bon, c'est historique. C'est une des perfs, un des deltas les plus gros de l'histoire des playoffs au NBA. Bravo le Thunder. Et ouais, attention, parce que tu sais, la vérité d'un match n'est pas. Et puis, tu sais, il faut gagner 4 fois contre la même oui, équipe. ah bah vaut mieux perdre une fois de 50 points que, Que tu 4 fois vois. d'un point, mais. Ouais, oui, mais je pense que c'est ce qui va quand même malheureusement arriver aux Grises dans cette série, tu vois. Toi, tu vois le sweep? Ah oui. De toute façon, j'avais pas mis Memphis dans mon bracket, j'avais mis Dallas, moi, parce que je voyais pas Memphis sortir. On avait fait un podcast. Donc déjà, ça, c'est pas bon. Mais non, non. Et c'est pas parce qu'ils en ont pris 50 là que je vais te dire ils vont se prendre 30 points de moyenne par match et voilà. Mais en fait, moi, j'y crois pas à ce projet-là. Donc, et le Thunder a tellement de choses à montrer et à prouver. Et tu as commencé, Yannick, ton propos en disant, moi, mais OKC, c'est une équipe auquel je crois pas trop. Bah, tu vois, et je pense que tu n'es pas le seul. On attend de les voir en playoff. Donc, eux, s'ils peuvent tout de suite balayer le premier adversaire et montrer, eh, les gars, on est numéro 1 à l'ouest et c'est pas pour rien, même si l'adversité est faible, ils vont le faire, tu vois. Donc oui, non, pour moi, je vois pas un scénario où Memphis en prend un, tu vois. Je vois pas du tout le Thunder, genre au match 4, lâcher un peu la rampe et se dire, bon, on rentre à la maison, tu vois. Jamais de la vie. Ils vont mettre un 4-0, ça sera terminé et ils seront. Pour moi, c'est la série qui se termine le plus vite de tous ces playoffs. Ok, ok, ok. Ça s'entend. Bah justement, série suivante, Nuggets Clippers, qui était. Ouf. Ah ouais, là, c'était gros match. Ça a Ah, été en ça. prolongation. On a regardé. Nuggets. Les Clippers qui étaient devant une grosse partie du match, quasiment tout le match. Et puis, ils ont lâché l'affaire. Toi, sur ce match, comment tu as ressenti ça? Enfin, c'était quoi ton truc sur le match, ton ressenti?
Ouah, c'était impressionnant. C'était en fait le meilleur match de ce week-end. Franchement, il n'y a pas trop de discussion là-dessus en termes d'intensité, en termes de scénario, d'écriture en fait pendant le match. Euh, Cette équipe des Clippers, beaucoup le disaient et à juste titre, hein, c'est une équipe très relou à jouer. Elle est numéro 1 à égalité avec Boston et le Thunder pour vous montrer en termes de ratio victoire-défaite depuis début mars. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est depuis le 5 mars. Mais c'est une équipe qui déroule bien avec un coach, moi que j'adore, Tyronn Lue, qui sait vraiment bien gérer son équipe et qui sait gérer les égos et les stars. Un James Harden qui fait du James Harden, c'est un peu le système, mais quand ça marche bien et quand ça clique bien, c'est très fort. Kawhi Leonard qui revient à un niveau de 2019 peut-être, avec peut-être un petit peu moins de jus quand même. Ivica Zubac qui est incroyable et tout un collectif, bref. Donc une équipe relou à jouer. En face, tu avais Denver, Nikola Jokic toujours aussi fort, MVP pour moi, mais avec tous les remous qu'on a vus autour de Mike Malone. Et j'avais très très hâte de voir ce match-là, il m'a pas du tout déçu. Et celui qui m'a encore moins déçu et qui me déçoit jamais, et pourtant il s'en est pris des sauts encore dans ce match-là, c'est Russell Westbrook. Tu vois. Alors ok, il tente même pas le shoot avant la prolongation, tu sais. Mais c'est pas. Et je voyais tous les gens qui ont dit ah bah c'est du Westbrook, ah c'est du Westbrick, machin. Arrêtez, mettez du respect sur Russell Westbrook. Tout ce qu'il a apporté dans le quatrième quart-temps, c'est aussi grâce à lui que Denver a fait ce match-là. Et de toute façon, sur cette dernière action, il pouvait rien faire. Déjà, Jamal Murray, il va s'enfermer comme un con là, en gardant la balle. Il fait une vieille passe foireuse à Jokic, qui sait pas trop quoi faire du ballon et qui décide de la passer à Westbrook. En fait, Westbrook est le dernier responsable de cette dernière action. Mais mettez du respect sur ce mec-là. Et non, mais Oui, c'est vrai. on connaît ton amour pour Ross West. Mais même, il est incroyable dans le hustle, il est tout le temps à fond. Alors des fois, il va t'envoyer des briques, mais à côté de ça, il va aller te chercher le rebond offensif. Il va accélérer le jeu. Il va te faire une passe en transition. Il va aller te mettre un shoot à 3 points qui sort de l'espace. Et non, un vrai beau match de playoff, moi que j'ai adoré regarder. Je sais qu'il y avait des potos qui étaient au Grand Rex à Paris qui l'ont vu et qui ont aussi dû bien kiffer. Mais un match de playoff comme on aime. En plus, c'était en match 1 et ça promet par contre une série qui va être très longue et qui va avoir des scénarios de match différents du match 1 au match 2, au match 3, au match 4. Tu vois. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Alors, les Clips étaient devant tout le match. Ils ont fait, et les Nuggets ont fait le vrai match de traînard par excellence. Jamais très très loin. Ouais, c'est ça. Et puis, tout en contrôle. Et puis, quand il a fallu accélérer, c'est Jamal Murray, justement, qui met des points. Alors, bizarrement, quand Jamal Murray se met à rentrer ses shoots, c'est bizarre. Et ça va tout de suite mieux pour l'équipe du Colorado. Il y a... Après, moi, il y a un truc qui m'a dérangé du côté des Clips. C'est Kawhi. Ah, moi, j'ai un autre gars aussi qui m'a dérangé au-delà de Kawhi. Powell. Ouais, Norman Powell, il n'est pas du tout dans le match, tu vois. Mais, tu vois, les Clips sont dans le match sans Powell, sans Kawhi. Ouais, et là, je me dis, Kawhi, il a été pris à Los Angeles pour ça, pour aller gagner enfin un titre avec les Clips. Il est déjà sur le terrain. Ouais. Déjà, mais gars, faut que tu y ailles, quoi, tu vois. Powell, bon, c'est un autre projet, tu vois. Il est plus jeune, il doit apprendre, il est la troisième option. Mais Kawhi, merde. Il doit step up, quoi. Et c'est dans ce genre de match qu'il est attendu. C'est quand il doit aller gagner les matchs. Et c'est lui qui doit aller gagner le match. Et il l'a pas fait. Donc après, il a toujours, tu vois, il va toujours chercher ses lancers francs, ses mid-range. Il va aller. Mais derrière, c'est compliqué. Et la défense qu'il a fait sur Aaron Gordon, puisqu'il défend sur Gordon, lui a fait la chanson. Ouais, c'est ça. Ouais, il est à 25 points Gordon dans le match. On n'en parle pas assez, mais Aaron Gordon, c'est le grand oublié du côté de Denver. C'est-à-dire que quand il est en forme, quand il a des ballons, mais le gars, il change la physionomie des Nuggets. Mais complètement. Ah oui, pour moi, c'est comme Murray. Hein. Si tu as un Gordon qui met des points, qui a un vrai jeu, un vrai impact, c'est pour moi tout aussi important que Murray dans le fait
que Denver puisse performer. Et surtout, tu vois, ça fait que comme c'est un 4, avec Jokic, la relation poste haut, poste bas, mais c'est un modèle du genre, tu vois. Et puis lui, tu lui envoies la balle en l'air, c'est un marsupilami. Hein. Ah, mais Aaron Gordon, c'est le gars. Il est arrivé, tu sais, on dit souvent la NBA, il faut être dans les bons moments, les bonnes équipes au bon moment, au bon endroit, machin. Mais lui, c'est l'exemple parfait, tu vois. C'est la définition même de ça, tu vois. C'était un dunker, pardon, avant à Orlando, et il arrive dans cette équipe-là, il se développe autour d'un Nikola Jokic, et ouais, la connexion entre eux, c'est fou. Ouais. C'est un mec qui s'est révélé grâce à Nikola Jokic. Il y en a eu d'autres, mais lui, c'est peut-être l'illustration numéro 1. Tu vois. Et si Jokic a des triples-doubles, il peut lui dire merci parce qu'il me en fait des passes. Hein. Ah, c'est clair. Bon, là, il n'est pas en triple-double, Nico Jokic. Là. Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Il termine à 9 rebonds. Là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ouais. T'inquiète pas. Ouais, mais bon. On rigole. Mais non, vrai beau match très très sympa à suivre et ça promet vraiment une série. Il n'y aura pas des prolongations à chaque fois, évidemment, hein, mais une mention très particulière pour Nico Batum. Oui. Qui a mis des shoots de l'espace. Mais il a mis des gros 3, ouais. Ouais, ben voilà. Et puis. Il a fait que des 3. Il a fait que des 3. 3 sur 6. Et quoi dans le clutch, il le sort Tyronn Lue dans les 2 dernières minutes pour remettre Powell. Ça lui coûte le match. Hein. Bon, après, je pense que niveau intensité, tu vois, il le fait défendre sur Jokic, quoi. C'est un peu compliqué quand même pour notre Batman. Il a tenté des trucs sympas. Je trouvais Tyronn Lue aussi avec du Ben Simmons. Il a joué quasiment un quart d'heure. Alors, Ben Simmons, tu sais qu'offensivement, il va rien t'apporter, tu vois. Mais si, il peut t'apporter le sac des maillots. Oui, voilà, très bien. Non, mais je trouvais le coup sympa, tu vois. Et tu sens aussi que, tu vois, je disais d'ailleurs, Tyronn Lue, c'est un mec qui arrive à bien, un bon manager d'homme et tout. On l'a beaucoup critiqué époque Cleveland avec LeBron. C'était bien abusé. Et là, tu vois, je pense que Ben Simmons, je connais pas leur relation, mais je pense que Tyronn Lue et à sa part de responsabilité positive dans le fait que ce mec-là, ça redevient un joueur de basket. Ah, mais c'est un player's coach et puis c'est un meneur. Non, mais moi, ça fait plaisir. Tyronn Lue, c'était un meneur, donc tu vois, les meneurs, ils se comprennent. Donc c'est plutôt cool. Et on a tellement craché notre Valdas sur Ben Simmons époque Sixers que ça fait plaisir de le voir. Non, mais et je te dis pas qu'il était tout blanc dans l'histoire. Mais bon, c'est Philadelphie. On va pas refaire un quart d'heure sur Philadelphie. Mais mais là, tu vois, c'est que Ben Simmons. Est-ce que c'est vraiment sa faute ou est-ce que c'est les médias qui en ont fait et c'est un premier shot draft, donc forcément tout le monde lui tombe dessus, comme Markel Fultz, tu vois. Ah, c'est marrant, les deux étaient dans la même équipe, tiens. Ouais. Et 2 meneurs pris coup sur coup l'un après l'autre, quoi. Non, mais bon, voilà, en tout cas, moi, je trouvais ça cool de le voir. Il joue quasiment un quart d'heure dans un match de playoff, dans une grosse bataille à l'ouest. C'est pas une série 1 contre 8 non plus, tu vois. Il n'a pas joué du garbage time. Ouais, c'était la petite note pour Ben Simmons. Mais non, voilà, super série, meilleur match du week-end. Et je sais pas si tu as vu l'image entre Jokic et Jeff Van Gundy, là, tu sais, dans le staff des Clippers, Jeff qui veut pas, qui garde la balle là sur ballon sorti. Et mais c'est un vrai New-Yorkais, mec. Ça rappelle les Knicks hits dans les années 90 quand ils se jetaient, ils mordaient les mollets d'Alonzo Mourning. Ah, mais il lâche rien, Van Gundy. Non, c'était cool. Mais, ouais, non, super série. Je pense que, tu sais, tu parles de Jeff Van Gundy. Je pense que le mettre dans le staff, c'est une très bonne idée de Tyronn Lue. C'est un gars. Il a été. Ça fait très longtemps qu'il n'avait pas coaché, qu'il n'avait pas été dans un staff. Mais je trouve que c'est une très bonne idée et que je pense qu'il apporte beaucoup de choses. Quand il commentait, c'était toujours très très bien ses commentaires. Et bon, il n'a pas eu de bol parce qu'il était avec Tracy McGrady quand il était à Houston. Mais c'est un sacré coach. Voilà. Et arriver dans un staff, c'est toujours bien d'avoir un gars comme ça. Voilà. Nickel. On enchaîne. On va d'abord commencer par le Rockets Warriors. Ah ben dis donc, aujourd'hui j'ai du mal. Tu veux me mettre chafouin pour finir, c'est bien aimable. Mais non, parce que je pense que c'est un des matchs sur lesquels on va le plus parler. Oui, parce que tu nous as tanné sur Minnesota depuis la moitié de l'année. Donc bon, bref, Rockets Warriors. Ouais, c'est le dernier match là. Ouais, de ce premier week-end.
pour ceux qui ont été au bout de ce week-end-là. Match sympa à suivre aussi. Victoire des Warriors là, de 10 points, 95-85. Donc un petit scoring. Ouais. Petit scoring dans ce match-là. Et au-delà de ça, une équipe des Warriors qui a eu un petit peu chaud aux fesses, il faut l'avouer quand même. Alors, ils vont arracher tout de suite l'avantage du terrain dès le premier match, donc on pourrait se dire, bon, bah, c'est eux qui ont fait l'exploit. Mais en fait, alors, ils ont été devant pendant une bonne partie du match et Houston a fait une belle remontée. J'essaie de retrouver la stat pour pas vous dire, voilà, c'est ça, pour pas vous dire de bêtises. Les Rockets ont mis un 17-3 sur la fin du troisième quart-temps. Ah, Okay. c'est ça. Donc, du coup, bah, tu vois, tu dis, bon, les Warriors ont pris le match, ils ont pris le lead. Et là, en fait, ce 17-3, déjà rechauffe bien le public de Houston et commence à remet du match, remet de l'enjeu dans le match plutôt. Mais t'as Steph Curry, tu vois. T'as Stephen fucking Curry qui t'envoie des tirs encore du parking, mais c'est impressionnant. Il y a une action où c'est sur une remise en jeu. Remise en jeu quelconque, hein. Et du coup c'est Steph Curry qui récupère la balle sur la remise en jeu, mais il réfléchit pas, il envoie une banderie. Il y a que lui qui a le droit de faire ça, parce que sinon on serait tous à dire tu vas sur le banc 5 minutes et tu vas réfléchir un petit peu à ta vie, tu vois. Et lui non, lui il le fait, il met dedans et il termine pareil, je vais pas dire de bêtises, il termine à 31 points, Steph 31 Curry, points, ouais. 5 sur 9 à 3 points. Il avait mal démarré en plus son match à 3 points en termes et après il les enchaîne et il te met la sauce encore, c'est pour pas faire une vanne sur culinaire autour de son nom, mais impressionnant. Oh, tu peux, vas-y, Ouais, vas-y. mais voilà, mais je l'ai faite, c'est bon, tout le monde a compris. Jimmy Butler qui est là, 25 points, 7 rebonds, 6 passes. Je continue à penser que l'arrivée de Butler est une bouffée d'air frais incroyable pour cette équipe des Warriors, en particulier pour Steph Curry. C'est le décharge. Mais Pourquoi? ouais, complètement. Et ça lui Mec, redonne une vibes, tu vois. mais en fait, il a besoin d'un deuxième arrière. Stephen Curry a besoin d'un deuxième arrière où en fait, si tu le lâches, ben, c'est compliqué. Stephen Curry va sanctionner et s'il lâche la balle, ben c'est celui à qui il a fait la passe qui va sanctionner. Donc tu vois, c'est ce qu'il avait avec Klay Thompson. Je pense que les Warriors se sont rendus compte de l'erreur d'avoir laissé partir Klay Thompson. Ils ont pallié en prenant Jimmy Butler. Non, après, Podziemski qui est pas mal aussi, je trouvais ça cool ce qu'il a pu proposer. Il a touché beaucoup de ballons. Il est à 14 points, 8 rebonds, 5 passes. Il est à 3 sur 8 à 3 points, 5 sur 13. Bon, ok, mais je trouvais son impact intéressant. Gary Payton aussi. Alors, il met que 7 points, mais il te met un gros 3 points moment dans le corner qui fait du bien pour l'équipe des Warriors. Toi, des fois, tu as des joueurs comme ça, ils vont faire peu de stats ou peu de points, mais ils vont aller ils vont être plantés un panier où ils vont aller te choper un rebond sur un moment important. Et je trouvais pas mal ce qu'il a apporté Gary Payton. Après, en face, Houston, Şengün fait son match. On sait que Şengün va faire ses stats et va faire sa série contre les Warriors et va poser des problèmes aux Warriors. On l'a vu au début du match, il a posé beaucoup de problèmes. Il touchait tous les ballons. Il termine à 26 points et 9 rebonds. Autour, il n'y a pas grand-chose en fait dans ce match-là. Van Vliet, il est à 10 points. Il a arrosé comme un cochon. 2 sur 13 à 3 points, 4 sur 19 au global. Tu peux pas lutter contre les Warriors quand tu as juste Şengün qui fait ses stats. Derrière, c'est 11 points Brooks, 10 points Van Vliet. Et derrière, il n'y a rien. Toi. Ouais. Et du coup, Houston est condamné à aller gagner du côté des Warriors. Et déjà condamné à gagner le match 2 à la maison. Parce que si tu prends un break 0-2 et que tu dois aller ensuite en Californie, la série peut se terminer plus vite que prévu. Tu vois. On savait que c'était un faux numéro 7. Ça, c'est clair. Un faux numéro 7. On savait très bien qu'ils sont capables de tout, les Warriors. Ouais, mais je m'attendais quand même à une plus grosse intensité. En tout cas, avoir un match plus intéressant de la part de l'effectif des Rockets, qui finit quand même deuxième de la saison régulière. Tu vois, ils sont pas là par hasard. Alors, c'est qu'un premier match et ils ont droit d'avoir des matchs sans. On verra bien au match 2. Oui, mais ils sont obligés. Mais encore une fois, ils sont condamnés à aller gagner au moins une fois du côté de San Francisco. Oui, clairement. Et ça, ça va être compliqué parce qu'on sait qu'on connaît la salle là-bas. C'est compliqué. C'est un public qui est bouillant. Moi, cette série comment dire,
m'intrigue. Elle T'intrigue. Ouais, parce que est-ce que Houston va pouvoir avoir la force de caractère de pouvoir aller gagner justement là-bas. Bah, moi, j'aurais tendance à te dire non, parce que tu vois, dans mon bracket, j'ai mis 4-1 Warriors. 4 ans Warriors. Ouais, c'est peut-être un peu sévère, mais bah regarde, ouais, mais tu vois, là, ils ont été directement arrachés le premier match à l'extérieur, donc Ouais, ça moi, veut dire. ça m'étonnerait pas qu'il y ait un 0-2, tu vois. Et ça irait dans la logique de ce que Ouais, je mais pense de la série. 4 ans, ça veut dire que il y a une seule victoire à domicile, quoi, dans ton. Oui, après, là, j'ai pas le cheminement complet, mais Ok. je vois vraiment les Warriors, comme tu dis, faux. Enfin, non, Ouais. je dis pas, une seule victoire à domicile pour les Rockets. Ouais. Oui, mais tu vois, s'ils Ok. devaient en prendre un, ça aurait été celui-là, tu vois. Ils ont. Ah, mais on sait que le premier match est toujours piégeux. Et là, ils se font avoir tout de suite, en fait. Et ils ne mettent que 85 points dans le match. Alors, ok, les Warriors en mettent que 95, mais les Houston Rockets ne mettent que 85 points à la maison dans un premier match de playoff en étant deuxième de conférence. Bah, moi, je trouve pas ça très propre, tu vois. Tu sais, c'est le match des papis. Les papis qui leur fait à l'ancienne. J'ai l'impression d'être dans Uncle Drew, tu sais, le film Uncle Drew avec Oui. Kyrie Irving. Tu vois, ils le font à l'ancienne, quoi, tu vois. Ouais. Non, mais donc, ouais, tu vois, dans les matchs 2 à suivre, alors la série dont on parlera juste après, on va aussi très très fortement suivre le match 2. Mais le match 2 du Houston Warriors, il peut être très très impactant sur la suite de la série. Ah, ben je pense que là, c'est win or go home pour Houston. Quasiment. Parce que là, sinon, enfin, tu peux pas faire autrement, quoi. Tu es obligé d'aller de gagner. Ouais, oui, non, mais où les Warriors qui, tu vois, ils mènent 3-0, mon quatrième match, ils sont un peu en deçà, ils mettent un peu moins dedans et Ouais, enfin, connaissant les papis. Je te dis pas que c'est ce que je pense qui va arriver, mais voilà. Ok. En tout cas, voilà, moi, je vois pas un monde où les Rockets passent le deuxième tour parce qu'ils ils tombent sur les Warriors, tu vois, les Warriors de Ils ont pas de bol. Butler et Curry. Tout à l'heure, je parlais de la dynamique de je ne sais plus quelle équipe là de Cleveland. Non, c'était pas Cleveland, c'était de qui? Bon, bref, qu'importe. Mais la dynamique des Warriors là, elle est folle depuis l'arrivée de Butler, tu vois. Ah, complètement. Après, ils ont eu un petit coup de bout et ils ont été au play-in. Ouais. Mais, Oui, mais parce que tu regardes le classement entre la 3e et la 7e place, il y a un match, tu vois, il y a 2 matchs. oui. Ah, complètement. Mais bon. Allez, le meilleur pour la fin. Ouais, on va dire ça. Ouais. Non, mais en termes d'intensité, tout ça. Les Lakers. D'intensité, le meilleur pour la fin, les Lakers. Ah, d'accord, si tu veux, vas-y. Mais non, mais on va parler des Wolves. Je vous tanne avec ça depuis je ne sais pas combien de temps. 117-95. Les Timberwolves l'ont posé sur la table et on dit bon allez, papy, maintenant faut aller à la maison de retraite. Toi, le fan Angelino, je suppose que tu n'as pas très bien vécu le match, Non. mais qu'est-ce que toi tu en dis de ce match? J'ai été extrêmement déçu de la proposition des Lakers dans la globalité, en fait. Okay. Pareil, j'ai regardé le All Possession en différé et j'arrêtais pas de râler en fait pendant tout le match. Je dis mais c'est pas possible, mais mettez plus d'intensité. C'est quoi ces pertes de balles? Bon bref, je vais pas vous la faire en direct entre guillemets. Avec plus de jurons type capitaine Haddock. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Mais non, mais je suis. Alors, la performance de Minnesota, oui, et ça va dans la logique de ce que tu dis. Équipe très relou à jouer, équipe très dangereuse et qui peut poser de problème à beaucoup d'équipes. Mais en fait, moi, c'est surtout la contre-performance et la contre-prestation des Lakers. C'est JJ Redick qui a dit on n'était pas prêt physiquement. Ah bah merci. Et j'adore un Redick. Hein. Moi j'ai dit pour moi il pouvait avoir une place sur le podium des coachs de l'année, tu vois, parce qu'on l'attendait pas. Mais merci, oui, là tu nous as sorti une banalité assez affligeante. Il suffit d'avoir regardé le match. Ouais, ils n'étaient pas prêts physiquement. J'ai l'impression qu'ils n'étaient pas prêts athlétiquement, ils n'étaient pas prêts dans leur tête en fait. Donc les gars, va vite falloir se bouger parce que oui, les Minnesota Timberwolves, c'est une équipe qui peut très 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 vite devenir relou et en fait proposer une impossibilité de qualification pour les Lakers, tu vois.
Donc, très déçu des Lakers. Et j'en attends beaucoup plus pour la suite. Ok. Toi, c'est quoi la clé de la série? Est-ce que tu vois les Lakers justement relever la tête, ou est-ce que tu les vois continuer à se faire défoncer comme ils se sont fait défoncer, quoi? Non, non, non. Là, la vérité de ce match-là, moi, m'a terriblement déçu, mais je m'attends pas à avoir une série comme ça, tu vois. Et non, c'est pas envisageable. Déjà, je pense que Papy Lebron va aussi sonner un petit peu la révolte. Tu as des joueurs qui doivent élever le niveau de jeu. Jackson Hayes, 1 point, 3 rebonds. Alors, ok, je veux bien que le front de courte des Minnesota Timberwolves, c'est grand, c'est athlétique, machin. 1 point en 8 minutes. Rui Hachimura, il claque même pas 10 points. Le banc des Lakers, voilà, j'ai même pas envie d'en parler. En fait, t'as Luka qui a fait son match, surtout en première mi-temps, mais en fait, moi, ça m'a vite gonflé parce que t'avais que du Luka game. Il tenait le ballon. Alors, ouais, très bien, bravo. 37 points, 8 rebonds, 50% à 3 points et quasiment 50%, un peu plus même à l'adresse générale. Mais non, en fait, moi, je veux pas avoir du Luka Doncic solo game quand je vois les Lakers. Et donc, je ne pense pas que la série va être Est-ce que justement Minnesota n'a pas gagné en emmenant Lucas dans un duel face à Anthony Edwards? Ah, c'est sûr que si tous les matchs, tu as juste Luka qui met des stats et le reste autour qui ne fait rien, la série va vite être terminée. Et je peux te dire que ça va vite me saouler. Mais non, je pense qu'il y aura des ajustements qui seront faits par Redick, par le staff, par LeBron James en particulier aussi. Oh, mais c'est un Et, joueur, c'est pas un coach. oui, non, mais d'accord. Oui, Yannick, LeBron James, t'as très bien. Il n'a pas son mot à dire. Mais non, mais en fait, ça m'énerve parce que je reste vraiment déçu de ce qu'ont proposé les Lakers. Donc, j'attends très, très sérieusement de voir l'intensité dans le match 2. Mais non, faut quand même saluer le travail des Wolves. Tu le dis depuis plusieurs semaines. Et tu as quand même là sur le match, tu as 3 joueurs à plus de 20 points. Anthony Edwards, McDaniels, Naz Reid, qui a un vrai impact. Il joue 30 minutes, 23 points, 5 rebonds, 2 blocs, 2 passes. C'est un joueur qu'on aime tous les deux. Et qui peut vraiment, lui, faire du mal à cette équipe des Lakers dans la globalité d'une série. Un mec comme Naz Reid, attention, toi. Il est relou à jouer. Je pense qu'il sera beaucoup plus important que Rudy Gobert. Ah bah, en tout cas, là, sur la fiche de stats et sur le temps de jeu, il n'y a pas photo. Après, ça reste qu'un match 1. Mais non, mais il va servir d'ajustement, Gobert. Ils vont l'utiliser en ajustement. Oui. Mais non. Par contre, tu as raison. Moi, je ne m'attendais pas à ce que Chris Finch outcoach là, sur ce match-là. Ouais, mais je pense vraiment que c'est le manque d'intensité des Lakers qui a fait qu'il très vite, le match, il n'y en avait plus, en fait, tu vois. Ouais, mais tu peux pas ne pas être à fond. Oui, mais on n'est pas loin de la faute professionnelle, tu vois. On critique les Grizzlies qui s'en prennent 50 contre le Thunder. Bah, moi, je suis pas loin de plus taper sur les doigts des Lakers sur leur manque d'intensité dans ce premier match-là. T'es à la maison. Bougez-vous, en fait, les gars. Vous terminez 3e de conférence Ouest, là. Tout le monde vous enchante et vous encense depuis l'arrivée de Luka et les ajustements de Redick. Et là, vous nous proposez une bouillie sur le match 1. Réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous. Ouais. Toi, tu vois une série longue, du coup? Ah bah, je vais continuer comme dans mon pro. Alors, attends, je reprends mon prono. Oui, moi j'ai pris 4-3 pour les Lakers. Évidemment, j'allais pas mettre 4-3 pour les Wolves, mais donc mathématiquement, rien n'est perdu, évidemment. Mais là, de toute façon, c'est aussi un win ou quasi go home pour les Lakers, le match 2 à la maison. Là. Donc, je vois quand même une série qui continue. Match 2, match 3, en fait, les 2 prochains matchs vont être essentiels pour les Lakers. Il faut en gagner un sur les 2. Quand tu te grilles ta première cartouche d'entrée, tu as tout de suite la pression, toi. Ouais, parce qu'il faut vite reprendre l'avantage du terrain, quoi. Clairement. Après, ils ont quand même. Quand tu as LeBron James et Luka Doncic, merde, tu dois le. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Voilà. Et j'espère qu'ils vont le faire. Mais en tout cas, ces Wolves-là n'ont pas déçu dans ce match 1. Et eux, ils vont arriver au match 2 serein. Ils ont fait le taf. Ouais. Mais est-ce que tu vois un Anthony Edwards capable de dire bon, écoute,
Maintenant, c'est moi le visage de la franchise parce que c'est ce qu'il veut. Hein. Oui, c'est ce qu'il est déjà. Oui, mais là, il faut sortir les Ah oui. papiers. Oui, voilà, En oui. disant there's a new sheriff in town, un peu comme Michael Jordan l'avait fait au moment de la Dream Team avec Magic et Larry Bird. Ah oui, non, mais c'est clair qu'un mec comme Anthony Edwards, il va arriver là au match 2 comme s'il avait perdu le match 1 et que c'était pour lui un do or die, tu vois. Mais encore une fois, je pense qu'une meilleure entame de match et une meilleure préparation mentale des Lakers sur ce match-là fera que déjà il y aura match et après ça se jouera au talent, tu vois, entre autres. Mais oui, Edwards, il va pas arriver en mode claquette, chaussette et dire ouais, bon, allez, je vais jouer une demi-heure. Si ça rentre, tant mieux. Si ça rentre pas, on se retrouve à Minnesota. C'est pas la psychologie du gars, tu vois. Okay. Si toi, tu es du côté de Reddick, tu Ouais. dis à Lucas d'arrêter le face-à-face en essayant de faire le concours de celui qui a la plus grande avec Edwards et de faire jouer ton équipe plutôt. Ouais, c'est ça. Fait jouer. Alors, va me mettre des fois des actions clutch ou des 3 points au talent comme tu sais faire ou des actions, tu vois, où tu te dis bon bah merde, ok, bah tu ne fais que tu applaudis, mais il fait une passe dans le match, Luka Doncic. Il fait une putain de passe, Luka Doncic, tu vois. Donc oui, t'as raison, Yannick. Fais jouer ton équipe en fait. Et après aussi à l'équipe d'être là et à l'équipe d'être là, d'être présente physiquement, athlétiquement et dans le mental en fait. Mais oui, il faut que le ballon circule plus et que les joueurs autour mettent dedans. C'est pas possible. Oui, si tu as un Luka Doncic qui fait des 37 points dans la série, il n'y aura pas 4-3. Hein. Ok. Juste une question, toi, le fan des Lakers. On sait que dans une série, il faut que tu aies un joueur qui soit un facteur X sur un match ou deux. Qui c'est que tu vois, toi, du côté des Lakers, sortir le match pas prévu et qui pète le. Alors, le match pas prévu, je vais te dire Gabe Vincent. Mais celui que j'attends au-delà de LeBron et Luka, c'est Austin Reeves. Tu vois, on en a beaucoup parlé cette saison. Il peut faire partie des meilleures progressions de l'année, ou en tout cas des mecs qui ont vraiment step up et qui ont profité de l'arrivée de Luka. Il faut se rappeler qu'Austin Reeves, il est aussi dans les rumeurs de trade à un moment. Donc, il est resté aux Lakers. Il propose un vrai contenu. Maintenant, j'attends de voir quand on est en playoff s'il continue à être cette fameuse troisième option ou 2 bis. Tu vois, où des fois il peut être un peu mieux que du LeBron, si LeBron est plus à la distribution, etc. Donc, Gabe Vincent sur un match, vraiment le facteur X par définition. Mais dans la globalité de la série, moi j'attends Reeves. Au-delà des deux stars, évidemment. Ok. Moi, celui que j'attends vraiment, c'est plutôt Rui Hachimura. Oui, ouais, non, mais c'est vrai, tu as raison de le citer. C'est qu'il fasse son match à 20 points et qui remet les compteurs à zéro. Et physiquement, Hachimura, il peut lutter contre eux parce qu'ils sont tous tankés à Minnesota, mais Rui Hachimura, il a du coffre aussi. Hein. Ouais. Ah ouais, complètement. Prochain match, Win Now, ça va arriver très vite. Ouais. Parce que là, du coup, donc nous, on tourne lundi après-midi, évidemment. Donc là, vous qui nous écoutez, vous aurez eu 2 matchs 2. C'est quoi les 2 matchs 2 ? C'est Cleveland-Miami. Non, c'est pas ça du tout. Non, c'est Détroit-New York et Clippers-Nuggets. Exactement. Ouais. Ça va être... ouais. C'est 2 matchs complètement différents avec des... Moi, il y a le Nuggets, le Clippers Nuggets, je vais regarder ça. Après, mon œil de fan, forcément, je regarderai les Knicks. Ah oui, quand même. Mais ouais, le Clippers Nuggets, parce que les Clips me disent que ça peut... ils peuvent faire quelque chose quand même face aux Nuggets. Ah bah là, il faut, de toute façon, t'es à la maison. non, t'es pas là. Non, t'es pas à la maison. Non, t'es pas à la maison, pardon. C'est Denver qui est à la maison. Donc, oui. Là, moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait 1-1. Mardi matin, 7h du matin. Ouais. Kawhi qui fait un statement. Yes. Bon, bah voilà, c'est premier week-end de playoff, toujours cool à suivre. Et là, on enchaîne match 2. Il y a 2 matchs par soirée à peu près, je crois que c'est ça maintenant. Ouais, c'est ça, ouais. Maintenant, c'est 2 par soirée, ouais. Donc voilà. Il y a des équipes qui seront un peu plus reposées, d'autres non. Tiens, d'ailleurs, je viens de voir, les bookmakers mettent les Clippers gagnants d'1,5 points. Sur le match là qui a lieu dans la nuit de lundi à mardi.
Ouais, non, c'est pas déconnant. Le match est en prolongation. Les Clippers ont été forts pendant une bonne partie du match. Non, il n'y a rien de déconnant là-dedans. Ouais. 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 Donc ça va être à suivre. En tout cas, merci Chris pour tes analyses, ton expertise. On se retrouve très vite pour parler des playoffs. On va continuer à vous parler des playoffs. Et donc, on va tous vous souhaiter une bonne journée si vous nous écoutez en journée, une bonne soirée si vous nous écoutez en soirée. Et à très vite sur les antennes de The Playoffs. À très vite. Ciao, bye.